Alors, à présent, on va voir les lois de probabilité les plus utilisées. On va commencer par la première qui s'appelle la loi normale, c'est la loi gaussienne. Tout à l'heure, on va expliciter pourquoi ça s'appelle la loi normale. Donc, en fait, sa probabilité s'écrit en fonction de deux paramètres qui sont donc sigma au carré qui est la variance et en fonction de la moyenne qu'on a appelée mu de x. Donc, elle est totalement définie par ces deux paramètres. Donc, comme c'est une exponentielle moins et vous avez ici une expression au carré, donc vous avez une exponentielle symétrique par rapport donc à la moyenne, ici m. Et donc, vous avez donc vos quantités, donc, puisqu'elle est symétrique, vous avez la même allure de part et d'autre de la moyenne. Alors, pour pouvoir la tracer, donc, automatiquement, vous allez toujours faire ça. Sauf que ce qui va se passer, c'est que votre cloche, elle sera plus ou moins étroite ou plus ou moins large, selon la valeur donc de sigma, puisque ça, la moyenne, c'est le milieu, c'est le centre de symétrie de cette gaussienne. Donc ici, on a pris un exemple où on a, alors celui qui est en rouge, la moyenne vaut 2, moins 2, et la variance vaut 0,7. Donc, on a dit que toutes 99,99% des valeurs sont comprises entre moins sigma, 3 sigma plus la moyenne sont dans cet intervalle. Et donc, moins la moyenne plus 3 sigma. On va le vérifier de suite. Donc, ici, la variance, c'est 0,7. Ça veut dire que sigma au carré, c'est 0,7. Sigma s'appelle l'écart type. Donc, sigma, calculant la racine de 0,7, j'ai trouvé 0,84. Et donc, les valeurs vont être comprises entre moins sigma plus la moyenne. Alors que vaut ma moyenne? Elle vaut moins 2. Ça veut dire qu'elles sont comprises entre moins 2, auquel je vais rajouter moins 3 sigma. Moins 3 fois cette quantité, ça fait à peu près moins 2,5. Et donc, le moins 2 plus 3 sigma, donc plus 2,5. Donc, ce qui me donne l'intervalle entre moins 4,5 et 0,5. Si je viens vérifier ici, regardez ça, c'est une exponentielle qui est à l'infini, lorsque x tend vers l'infini, exponentiellement à l'infini, ça fait 0. Donc, ça tend vers 0, mais ce n'est pas égal à 0. Mais vous remarquerez ici, regardez, 4,5, je suis quelque part ici, puis 0,5, je suis quelque part là. Donc, j'ai 99% des valeurs qui se trouvent ici. Donc, la gaussienne est parfaitement définie par sa moyenne et sa variance. Sa moyenne, c'est votre axe, va devenir l'axe de symétrie. Et puis, la variance va vous définir l'étalement, l'étroitesse ou la largeur de cette cloche. Alors, maintenant, je disais que ça s'appelle la loi normale et la loi gaussienne. En fait, c'est une des lois les plus importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous avez un phénomène aléatoire qui dépend lui-même de plusieurs causes aléatoires, mais qui seraient indépendantes entre elles, alors forcément, ça suivra une loi normale, donc une loi gaussienne. Alors, c'est pour ça qu'on dit normale, c'est dans le cas où votre phénomène dépend effectivement de plusieurs choses indépendantes les unes des autres, donc dans le cas normal, alors vous obtiendrez quelque chose qui va faire ça. Si je prends l'exemple, par exemple, des notes obtenues à un examen, eh bien, vous allez trouver une courbe de la sorte. Si les notes sont comprises entre 0 et 20, donc vous allez trouver une courbe autour de 10 qui va s'étaler entre, par exemple, 1 et 19 ici. On va aller jusqu'à 20. Donc, pourquoi en fait les bonnes notes à l'examen forcément auront une allure gaussienne? C'est parce qu'elles dépendent elles-mêmes de plusieurs, c'est aléatoire. A priori, l'étudiant, un tel, je ne connais pas sa note a priori, donc cette note est aléatoire. Mais pourquoi l'ensemble des notes suit une loi gaussienne? C'est parce que la note qu'il va obtenir à l'examen dépend de plusieurs facteurs. Alors, ça dépend de sa façon de réviser, ça dépend de son niveau on va dire, intellectuel, ça dépend des conditions de vie. Est-ce qu'il est dans des conditions de vie qui lui permettent de réviser? Alors, comme ça dépend alors, pourquoi on dit indépendant? Parce que c'est même quand ses aptitudes intellectuelles, sa façon de réviser, ses conditions de vie sont indépendantes de celles de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que, donc, quand on va faire les statistiques sur les notes, on va trouver qu'il y a un maximum de personnes qui aura une note entre 6 et 14. Très peu de gens en 1 et 2, tout comme très peu de gens entre 1, également 19 et 20. Voilà pour l'exemple pour la loi normale. Alors, on va voir une autre loi. La loi uniforme, celle qu'on avait vue donc tout à l'heure pour le lancer du dé, sauf qu'ici, on est en train de la définir dans le cas continu. Donc, dans le cas qui est discret, la loi normale,
N'oubliez pas que ce qu'on représente ici, c'est x, et ça, c'est P de x. Alors, dans le cas où c'est discret, on écrit plutôt probabilité de x, i, et puis ça, c'est les xi, c'est-à-dire les différentes valeurs x1, x2, jusqu'à une certaine valeur. Donc, en fait, si vous avez n valeurs et qu'elles ont toutes les mêmes chances d'apparaître, alors forcément, ici, vous aurez 1 sur n. Ça, c'est dans le cas discret. Par contre, ici, c'est dans le cas où c'est continu. Donc, on va avoir une loi uniforme. Donc, elle est continue. Donc, je dois définir un intervalle, A et B. A et B peuvent être tous deux négatifs, ça ne pose pas de problème. Et donc, mais en fait, qu'est-ce que je vais écrire là? Alors, je rappelle que pour le cas discret, somme des probabilités de xi vaut 1. C'est pour ça que j'ai écrit 1 sur n, parce que j'ai n valeurs. Quand je vais faire n fois n sur n, la somme des probabilités, donc je vais écrire j'ai n valeurs fois leur probabilité, donc 1 sur n, ça va me donner 1. Dans ce cas-ci, on continue, on doit avoir l'intégrale de p de x dx qui vaut 1. Donc, à ce moment-là, si j'écris ça, c'est k. Donc, ça, c'est l'intégrale. Donc, tout simplement, c'est un rectangle. Et pour que cette surface vaille 1, il faudrait que donc, la largeur fois la hauteur, ce soit 1. Du coup, ça me donne b moins a fois la hauteur inconnue k égale 1. Ce qui signifie donc que k vaut 1 sur b moins a. J'aurais pu aussi résoudre continuer sur l'intégrale. Si je le ferai sous forme d'exercice, je le ferai pour calculer donc K. Donc ici, on va écrire 1 sur B moins A. C'est comme ça que sera définie une loi uniforme. Donc si elle est uniforme, donc on dit uniforme équiprobable, donc ça veut dire que toutes les valeurs ici, il y en a une infinité, elles ont toutes la même probabilité, les mêmes chances d'apparaître. Donc ici, ça c'est ma variable x, et ça, c'est ma P de x. Alors, si vous faites vos calculs, vous allez trouver que la moyenne, de toute façon, la moyenne, ici, c'est le milieu. Et le milieu, ici, c'est quoi? C'est A plus B moins A sur 2, soit A plus B sur 2. Quant à la variance, voilà ce qu'elle vaut. Mais ça aussi, on peut le calculer. On le fera sous forme d'exercice. On reprendra tout cela sous forme d'exercice. Mais rappelez-vous que pour calculer mu de x, il faut appliquer la formule qui dit que c'est l'intégrale de x, P de x, dx, et que la variance, c'est l'intégrale de x moins mu de x, la moyenne on l'appelle donc mu de x, moins mu de x au carré, p de x, dx. Vous écrirez mu de x ou bien vous écrirez m tel que c'est écrit ici. Donc voilà pour la loi uniforme, on a vu quelques applications dans l'uniforme, par exemple pour le lancer de dés dans le cas où c'est discret. Elle est également utilisée dans des algorithmes où on veut faire par exemple des algorithmes de tri où on fait des permutations aléatoires, comme on veut que ce soit une permutation aléatoire où toutes les permutations ont toutes les mêmes chances, c'est-à-dire je fais une permutation aléatoire avec n'importe quelle valeur, avec les mêmes chances. Donc, je vais utiliser une loi uniforme. Alors, on va définir encore une autre loi. Oui, là, j'ai fait le dessin, donc je vais effacer pour qu'on puisse le… En fait, j'ai repris juste le même dessin. Voilà, donc pour reprendre la loi uniforme. Alors, il y a aussi la loi de Bernoulli. Alors, la loi de Bernoulli est une loi assez simple. En fait, vous avez juste deux valeurs possibles. Donc, c'est encore une fois, c'est une loi discrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre variable x ne peut prendre que deux valeurs, soit la valeur A, soit la valeur B. Donc, si elle prend A avec la probabilité P, forcément, elle va prendre la valeur B avec une probabilité, donc la probabilité que x soit égal à A, donc c'est P, et la probabilité que x soit égal à B, c'est forcément 1 moins P. Parce qu'on a dit que la somme des probabilités de xi, c'est 1. Donc, je dois écrire probabilité ici quand c'est discret. Donc, la probabilité, parce que pour que la somme fasse 1, donc il faut que si c'est P, c'est forcément P plus, l'autre c'est 1 moins P, puisque P plus 1 moins P, ça va me donner 1. Donc, quand on l'exprime, on l'écrit comme ça. Parce que si X vaut A, le Dirac, rappelez-vous, le Dirac, un Dirac en discret,
Ça vaut 1 lorsque x est égal à x0. Et ça vaut donc, je vais l'écrire ici, quand x est égal à x0, et ça vaut 0 quand x est différent de x0. Donc, ce qui fait qu'ici, donc si ça vaut 1, donc là, ça veut si x vaut 1, ça va valoir 1, ça sera p. Donc, forcément, ça, c'est 0. Ici, x vaut b, c'est parce qu'il ne vaut pas 1, ce sera 1 moins b. La fonction de répartition, rappelez-vous que lorsqu'on écrit, donc, si vous devez calculer votre fonction de répartition, donc c'est là, si c'est ça, c'est p, ça, c'est 1 moins p. J'ai pris p plus petit que 0,5. Donc, rappelez-vous, c'est toujours, ça démarre à 0. Ensuite, ça fait ça. Et je vais vers 1. Donc, c'est pour ça que vous avez donc un échelon, p fois l'échelon qui est là, donc le premier échelon, plus un deuxième échelon qui va démarrer en p. Donc, voilà pour ces 3 premières lois. On va en voir 3 autres, aussi très largement utilisées. Alors, la loi binomiale. En fait, la loi binomiale, c'est comme la loi de Bernoulli, sauf que elle est issue de la loi de Bernoulli, et c'est une expérience que vous renouvelez plusieurs fois. Je reprends l'exemple par exemple, la loi de Bernoulli ici. Si par exemple, je lance une pièce, elle va tomber soit sur pile, soit sur face. Donc, A, ce serait pile, et B, ce serait face. Et avec une probabilité identique qui vaut 0,5. Eh bien, si vous renouvelez cette expérience, c'est-à-dire si vous vous mettez à jeter une pièce plusieurs fois, bien, vous allez tomber sur la loi de Bernoulli. Pardon, la loi binomiale. Donc, je la reprends ici. Donc, pas que ça ne marche pas aussi que pour une pièce. Par exemple, je pourrais jeter, par exemple, un dé, et puis je vais voir sur combien de G. Donc, le N ici, ce serait le nombre de G. Mon N, ce serait le nombre de lancers. Et puis, moi, je cherche, par exemple, sur un certain nombre de lancers, combien de fois il va tomber sur la face 2, par exemple. Eh bien, je vais utiliser la loi binomiale. Elle est aussi utilisée pour déterminer ce qu'on appelle la richesse d'une langue. Alors, pour trouver le nombre de mots, par exemple, dans une phrase qui serait tirée aléatoirement, oui, en fait, elle est utilisée aussi en génétique. Alors, c'est pour pouvoir modéliser la transmission d'un gène donné. Alors, on a encore une autre loi. En fait, on a les 2 prochaines lois sont liées entre elles. Alors, je vais les afficher en même temps pour pouvoir expliquer le lien entre les 2 lois. En fait, la loi de Poisson, c'est une loi d'abord discrète. Regardez, tout comme la précédente, c'est des lois discrètes. Parce que c'est de savoir, ici, on compte le nombre d'apparitions d'un événement. Il va avoir lieu, c'est-à-dire je vais tomber sur le pile ou face 2 fois, 3 fois, mais pas 2,5 ou 3,5. La loi de Poisson est utilisée en télécom. Alors, en fait, c'est une loi qui permet d'étudier le nombre d'événements qui va se passer dans un certain laps de temps. Par exemple, le nombre de personnes qui vont faire la queue à un moment donné, par exemple, entre midi et midi 30, combien de personnes je vais trouver dans un bureau de poste. Pareil, il est utilisé aussi en télécommunication, par exemple, le nombre d'appels qui va avoir lieu dans un laps de temps donné, ce qui permet aux différents aux opérateurs téléphoniques d'ajuster leur offre. Par exemple, on vous dit que voilà, c'est entre 19h et 6h du matin, l'appel va vous coûter moins cher parce que tout simplement, il y a moins d'appels à ce moment-là. Alors, je vous disais que les 2 lois sont liées, Poisson exponentielle. Et la loi exponentielle, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est elle qui vous permet de mesurer la durée entre 2 événements. Donc, les liens qu'il y a entre les 2. Ici, je mesure le nombre d'événements dans un laps de temps donné, alors que ici, je vais mesurer le temps qui sépare 2 événements donnés. Par exemple, quel est le temps qui sépare 2 appels émis par la même personne? Alors, la loi exponentielle s'appelle aussi la loi de durée de vie. En fait, tout comme la durée de vie de quelqu'un, il y a de fortes probabilités que les probabilités sont très importantes en début. Une personne qui vient de naître, peut-être pas le meilleur des exemples, mais bon, une personne qui vient de naître, il y a moins de chances qu'il lui arrive quelque chose qui mette fin à sa vie. Par contre, une personne qui a vécu très longtemps, il y a aussi très peu de chances qu'elle vive encore 100 ans de plus. On appelle aussi cette loi une loi sans mémoire. Pourquoi? En fait, elle vous dit que, alors je vais prendre un autre exemple. Par exemple, vous venez de brancher une ampoule, si votre installation électrique
est correctement faite, il n'y a pas de raison que l'ampoule grille au moment où vous êtes en train de la placer. Mais il y a aussi très peu de chances que votre ampoule puisse, je ne sais pas, fonctionner encore après un certain laps de temps, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Mais en plus, la vertu qu'elle a, cette loi de probabilité, c'est qu'on dit qu'elle est sans mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que si un objet a duré jusqu'à cet instant-ci, eh ben, le fait qu'il ait duré là ne va pas diminuer, ne va pas changer sa loi de probabilité. Le fait que cet objet-là ait duré ce temps-là, donc ici, si je commence à déterminer sa probabilité, elle reste identique. Ça ne veut dire pas qu'elle reste identique, elle ne va pas tout à coup diminuer ou tout à coup augmenter. Donc, on dit que cette loi c'est une loi sans mémoire. Alors, maintenant qu'on a abordé les différentes lois de probabilité plus connues, il faudrait qu'on parle du théorème central limite. Alors, je vais le temps d'effacer. En fait, qu'est-ce qu'elle dit? Et qu'est-ce que ça dit? En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux notes. Si les notes dépendent de plusieurs conditions qui sont indépendantes entre elles, alors forcément, si je cherche la distribution des notes, ça devrait être une gaussienne. Alors, littéralement, pour dire ça, on dit que la distribution statistique de la somme de n variables aléatoires qui seraient indépendantes mais qui suivraient la même loi, alors forcément, ce sera une loi normale. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si vous vous mettez à sommer, vous avez des lois qui sont indépendantes et puis vous les sommez, alors forcément, si vous dépassez 10, forcément la somme, bien qu'on se dise, c'est des lois normales. Hein, c'est des lois normales, c'est-à-dire quand on dit loi normale, ça veut dire que toutes les lois, c'est-à-dire elles suivent toutes la même, celle-ci, elles ont cette probabilité toutes. Je suppose que j'en ai une dizaine qui sont comme ça. J'en ai une dizaine. Ben, si vous sommez les variables qui sont issues de ça, c'est-à-dire si la première s'appelle x1, la deuxième aussi, c'est entre a et b, je l'appelle x2, et je continue jusqu'au dernier élément, x10, aussi une loi normale, donc, uniforme, entre a et b. Alors, si vous les sommez, c'est-à-dire si vous prenez une variable y qui vaut x1 plus x2 jusqu'au dernier élément, et bien la loi ici, p de y, ça paraît bizarre, mais on va l'expliquer. Ben, ce ne sera pas une loi normale, mais ce sera une loi gaussienne. Alors, comment expliquer ça? En fait, j'ai pris ici un exemple, donc je vais basculer immédiatement sur Python pour qu'on puisse voir comment que ça fonctionne. Ici, donc, j'ai mis un exemple où j'ai pris donc 12 lois normales. Donc, toutes les lois étaient normales. En les sommant, mais j'ai fait la moyenne pour ne pas déporter, pour garder à peu près les mêmes valeurs en amplitude. Eh bien, cette loi ont une probabilité normale, bien que celle qui soit en rouge soit gaussienne. Donc, je disais, je vais le voir directement sur Python. Alors, j'ai repris le même programme qu'on avait utilisé pour générer le lancer de dés. Là, maintenant, je vais prendre cette partie de programme. Donc, en fait, en général, alors je rappelle que Random vous permet de générer plusieurs lois uniformes, plusieurs lois de probabilité. Ici, on l'avait utilisé pour générer une loi uniforme discrète. Quand je veux générer une loi uniforme, tout simplement, j'écris donc uniforme. Ici, donc, c'est une loi uniforme entre A et B, A vaut 1 et B vaut 6. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? Alors, on n'a pas généré une loi, mais on en a généré plusieurs. Donc, en fait, j'ai généré plusieurs lois de 1000 valeurs, d'accord? Chaque variable aléatoire comporte donc 1000 valeurs, mais je l'ai fait n fois. Donc, en fait, ce n vaut 2, puis 12, puis 50, puis 500. Puis, à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la somme. Quand vous mettez à 0, ça veut dire qu'il fait la somme sur les lignes. Donc, et puis j'ai fait le dessin. Donc, je lance le programme. Alors, regardez ce qu'on obtient. Donc, comme c'est une loi uniforme entre 1 et 6, qu'est-ce qui se passe lorsque vous, alors rappelez-vous, j'ai dit qu'on allait trouver une gaussienne. On le voit, d'accord? Donc, ici, je vais juste rajouter la notation. Ici, donc, j'ai sommé deux lois uniformes. Donc, la première est entre 1 et 6, puis la deuxième entre 1 et 6. Alors, pour que vous compreniez pourquoi j'ai en fait un triangle, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre l'exemple du dé. Supposons que vous êtes en train de faire la somme de 2 dés. Donc, la somme de 2 dés, on va supposer que ce n'est pas continu, que c'est plutôt discret, mais bon, on fera l'analogie avec le continu. Donc, quelles sont les chances que vous obteniez 2? Que la somme des 2 dés soit 2?
ça n'est donné que par 1 et 1. Quelle est la chance que la somme des 2D me donne 12? Elle n'est donnée que par 6 et 6. Par contre, si je prends une autre valeur ici, quelle est la chance? Donc, j'ai pris 12, valeur extrême. Maintenant, quelles sont les chances d'avoir 7? Alors, pour que la somme des 2D soit 7, vous avez plusieurs possibilités. Alors, je peux avoir 1 et 6, 2 et 5, 3 et 3, 7, donc 3 et 4, 4 et 3, ensuite donc 5 et 2, et ensuite 6 et 1. Donc, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir un 7 que d'avoir un 2, parce que pour avoir un 2, il faudrait que les 2D tombent sur 2, et pareil pour le 12. C'est pour ça que vous avez quelque chose qui fait ça. On aura l'occasion de le voir plus tard, pourquoi c'est un triangle, parce que la première est une loi uniforme, donc c'est une porte. La deuxième est aussi une porte. Et la loi, en fait, c'est le produit de convolution des deux. Et on sait que quand on convolue des portes, on trouve un triangle. Mais ça, on aura l'occasion de le vérifier à travers une démonstration. Qu'est-ce qu'on a dit? Là, on a pris, donc, pour N, on a pris 2. Imaginons maintenant que je réitère ce processus, mais pour 12 lois. Pareil, je vais faire l'analogie, je vais me dire, je vais lancer 12 dés. Alors, si vous lancez 12 dés, pour que vous puissiez avoir 12, il faudrait que tous les 12 dés tombent sur 1. Pour que vous puissiez avoir 60, il faudrait que les 12 dés tombent sur, pardon, pas 60, 50, parce qu'il y a plus grande valeur ici. Alors, 12 fois 6, ça fait 72. Donc, pour que je puisse avoir 72, quelque chose, d'ailleurs, je ne l'aime pas. Donc, on a renouvelé l'expérience plusieurs fois. Pour que tous les dés tombent sur 12, il faudrait renouveler l'expérience un nombre de fois beaucoup plus important que les 1000 valeurs que j'ai prises. Et pareil ici, donc, cette fois-ci, on a pris 50. Donc, vous imaginez, donc 50. Donc, ça va aller de 50 à 50 fois 12. Alors, ça me fait bien 50 fois 2, 50 fois 6. 50 fois 6, ça fait 300. Donc, je devrais aller jusqu'à 300. L'essentiel. Si, remarquez ici déjà, à partir de 12, ça, c'est l'allure d'une gaussienne. Pareil pour 50, encore pareil pour 500. Il suffit juste que vous dépassiez 10, vous avez bien donc une loi, la somme. Donc, on vient de vérifier que la somme de 12 lois uniformes me donne bien une gaussienne. Voilà pour cette partie. Je vais rebasculer donc sur le cours. Donc, je reprends. Donc, si un phénomène donné dépend lui-même de plusieurs phénomènes aléatoires qui sont indépendants les uns des autres, alors forcément, le résultat de ce phénomène, si vous devez le tracer, ça sera une loi gaussienne. Pour la prochaine fois, on parlera des vecteurs aléatoires. En fait, dès que vous dépassez en fait 2 variables aléatoires, c'est-à-dire vous êtes en train d'étudier un phénomène qui dépend donc de 2 choses aléatoires en même temps, il vaut mieux passer à la notation vectorielle, c'est beaucoup plus simple et ça vous permettra de faire différents calculs rapidement. Par exemple, comment extraire à partir d'une probabilité conjointe une probabilité simple. On aura donc l'occasion de voir ça pour la prochaine fois.